Je vous propose aujourd'hui une sorte différente de double jeu. Cette fois-ci, c'est à vous de répondre aux questions, parce que d'habitude, c'est vous qui les posez. Certes, je préfère toujours poser des questions plutôt qu'apporter des réponses. Est-ce que vous avez tous une âme d'Européens? D'abord, combien de livres et combien d'étudiants? Et vos lectures? Après avoir enseigné le français pendant toute votre vie, est-ce que vous sentez une effervescence? Vous aviez vu dans d'autres télévisions des débats de ce genre? Pourquoi une perte d'optimisme? La guerre était à proximité. C'est un monde qui est très différent du vôtre. Vous disiez dans une interview, dans ma vie, j'ai été un papillon. Est-ce qu'un papillon raconte ses mémoires? Un papillon, non, ne raconte pas ses mémoires. Je n'ai pas du tout l'intention d'écrire mes mémoires. Mais si on vous demandait de sillonner en quelque sorte les étapes principales de votre carrière de journaliste de télévision, on vous nomme ambassadeur télévision, monsieur télévision, vous êtes un repère pour tous les journalistes culturels dans le monde entier. Quel repère choisiriez-vous? Quel repère? Oui. Je sais pas, je choisirais. Je pense que j'ai choisi le plaisir. J'ai choisi le plaisir de la culture. La culture nous apporte tellement de choses à nous tous, pas seulement à nous, journalistes, qui sommes des professionnels de la culture, mais surtout aux citoyens que nous sommes tous, pas seulement les Français, mais aussi les Roumains dans le monde entier. Donc la culture a été la chance de ma vie, puisque j'ai fait ma vie professionnelle et fatalement j'ai aussi fait ma vie privée. La culture m'a toujours occupé. Je ne dis pas que j'ai tout soumis à la culture, que toute ma vie a été tournée vers la culture, mais la culture apporte tellement de choses aux hommes et aux femmes qui ont la curiosité justement de se cultiver, de s'enrichir, d'être plus intelligent, qu'on en a évidemment une vie très heureuse. Est-ce que c'était une sorte de culture populaire, celle que vous avez prêchée toutes ces années? Oui, c'est une culture populaire. J'ai pas honte de le dire. Parfois, en France, on m'a un peu contesté, on s'est un peu moqué parce que la culture, en France, il faut toujours que ce soit adresse à une élite. Ceux qui détiennent la culture ont pour mission justement de la faire partager au plus grand nombre, d'être à la disposition des lecteurs, des cinéastes, des téléspectateurs, de tous ceux qui ont envie d'apprendre, justement, qui ont le désir de s'enrichir. Donc une culture populaire, c'est une culture qui n'est pas basse, qui n'est pas vile, qui n'est pas facile, mais c'est une culture qui ne méprise pas, qui est une culture ouverte et intelligente. Mais quelle serait cette relation entre télévision et culture, et surtout entre télévision et lecture? Parce qu'on dit toujours que c'est la télévision qui tue les livres. Bien, non, elle ne tue pas les livres. Elle retire de l'espace pour la culture et surtout du temps mais en même temps, elle incite les gens à lire. Comment avez-vous réussi à inciter les gens pendant toutes ces années que vous avez fait Bouillon de culture, parce qu'il y a eu plus de 400 éditions de cette émission très populaire dans le monde entier? Comment avez-vous réussi à diffuser la lecture et le plaisir de lecture? Eh bien, j'ai transmis aux téléspectateurs mon plaisir d'avoir des écrivains en face de moi. Y a-t-il une recette pour ça? Je crois pas. Je crois qu'il y a simplement le travail, lire les livres, se passionner pour les auteurs, ne pas se prendre soi-même au sérieux, mais prendre les écrivains au sérieux, avoir un amour immodéré du livre et de la littérature, et en même temps se mettre toujours à la place du téléspectateur et se dire quelle question il aimerait que je pose à l'écrivain qui est devant moi et qui va répondre à mes questions. Comment peut-on se poser au lieu d'un téléspectateur qui est un simple amateur de lecture? Mais non, qui n'est pas l'éducation et l'amour pour lecture cultivé dans une école supérieure, par exemple. Oui, mais justement, c'est parce que je viens du peuple,
c'est parce que moi, je n'ai pas fait des études supérieures, je ne suis pas agrégé de lettres, je n'ai pas... Non, vous êtes agrégé de droit, je ne suis pas professeur, j'étais un journaliste de presse écrite, un journaliste, j'étais même pas critique littéraire, j'étais ce qu'on appelle en France un courriériste littéraire, c'est-à-dire quelqu'un qui posait des questions, comme vous êtes en train de le faire, qui faisait des reportages, mais sur la littérature et dans la culture en général. Et c'est là, par chance, par hasard, que je suis entré à la télévision. Mais j'avais en moi ce goût qui était inné en moi, à savoir faire partager ce que j'aime, faire partager ce pourquoi je me passionne. Et donc, je ne me suis jamais pris pour celui que je n'étais pas. Je ne me suis jamais pris pour un intellectuel. J'ai toujours eu le plaisir d'accueillir des intellectuels, mais sans me prendre moi-même pour l'un d'entre eux. Était-il plus facile de le faire par l'intermédiaire de la télévision que par l'intermédiaire des revues littéraires? Non, pas du tout. C'est plus compliqué de le faire par la télévision. Mais le public est différent quand même, non? Le public est plus large, il est plus vaste. Quand vous écrivez un article pour un journal, vous allez être lu par 100 000, 200 000 personnes, c'est déjà beaucoup. La télévision, vous faites une émission, elle peut être vue peut-être par 2 ou 3 millions de personnes. Donc votre responsabilité est plus grande. Le spectre auquel vous vous adressez est beaucoup plus considérable. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut s'abaisser, comme je vous le disais précédemment. Ce sont des émissions que vous avez toujours créées pour le service public. Quel serait le rôle du service public dans ce domaine? Le rôle du service public, c'est précisément de faire une large place à la culture. Une télévision de service public ne peut pas ignorer la culture. Elle doit effectivement informer, elle doit divertir, mais elle doit aussi, surtout, cultiver. Et c'était mon rôle à moi, et avec d'autres confrères, qui s'occupaient du cinéma ou du théâtre, autrefois, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, à la télévision française, comme dans toutes les télévisions du monde, la culture a été rejetée très tard dans la soirée, et des émissions consacrées aux grandes musiques passent à la danse, aux arts, ont soit disparu, soit passent très très tard. Est-ce que c'est l'audimat qui décide de tout ça? Eh oui, mais vous le savez très bien, toutes les chaînes de télévision, y compris celles d'ici, vivent en partie de la publicité. En tout cas, les chaînes du service public en France vivent en partie de la publicité. Et donc, il faut s'adresser au plus grand nombre. Alors, cela ne signifie pas que la culture a été rejetée des chaînes du service public, mais elle n'est plus honorée comme elle l'a été il y a encore 10 ou 20 ans, du temps où je faisais apostrophe. Et que peut-on faire pour sauver ce genre d'émission? Chacun a le droit de choisir ce qu'il veut. Je ne mépriserai pas une personne qui mépriserait la culture. C'est son droit. Elle a tort. Elle a grand tort. Mais il faut qu'elle connaisse, cette personne connaisse la culture pour qu'elle la méprise? Non, il ne s'agit pas de ça. Mais justement, notre rôle à nous, c'est d'amener à la culture des gens qui peuvent la mépriser ou tout simplement qui peuvent passer par indifférence à côté. Notre rôle, c'est justement de créer du désir, c'est de créer de l'appétit, de la curiosité pour les livres, pour le cinéma, pour le théâtre, pour la danse, pour les arts. C'est ça. Pour moi, le mot qui m'a toujours animé, c'est le mot désir. Créer du désir et transmettre son désir et son plaisir aux personnes qui vous écoutent. Vous avez été présent dans des milliers de foyers des Français, mais aussi à l'étranger. Oui. Vous les avez fait connaître des grands écrivains, des musiciens. Quelles sont les émissions qui sillonnent votre mémoire affective? Ce sont des grands entretiens avec de très grands écrivains du XXe siècle, comme Vladimir Nabokov ou Georges Simenon ou Marguerite Yourcenar et d'autres écrivains, pas seulement français. Évidemment, il y a tous les grands écrivains français, mais aussi aux États-Unis, par exemple, Norman Mailer, ou bien je vais prendre quelqu'un, évidemment, qui est très connu ici, c'est Eugène Ionesco. Donc ce sont des grands écrivains qui étaient soit français, soit de langue française, soit des étrangers. Et peut-être mon plus grand souvenir, ce sont les 4 émissions que j'ai faites avec Alexandre Solzhenitsyn. Je l'ai reçu 4 fois, ce qui est considérable. Je suis même allé le voir une fois aux États-Unis quand il était en exil et une autre fois à Moscou quand il est rentré. Donc ce sont des souvenirs évidemment qui pour moi comptent énormément et qui resteront, pour certaines grandes interviews, resteront dans les archives de la télévision. Vous êtes un repère et vous le savez.
Mais repère, je dirais plutôt, oui, un guide, une sorte de guide, un guide de montagne, quoi. De guide où, vous savez, on tire sur la corde pour hisser tout le monde. C'est un peu ça, mon rôle. Vous avez assumé ça ou vous êtes retrouvé oui. Tout juste à l'être? Non, pas du tout. Je l'assumais très bien. Mais ça a été peut-être une de mes qualités, c'est-à-dire avoir des responsabilités, mais les assumer avec sourire, avec sérieux, comme je vous l'ai dit, en travaillant énormément. Non, j'ai beaucoup travaillé, beaucoup lu, mais toujours quand même avec un peu d'humour, un peu pas de désinvolture, mais un peu de légèreté, et ne pas faire de la culture quelque chose de pesant, de lourd, et surtout pas faire de la culture quelque chose qui fait peur aux gens. Peut-être. Comment peut-on faire ça? Ben justement, par la décontraction, même si on est en face d'un immense écrivain comme Nabokov, ben, on reste certes à sa place, mais on essaye évidemment d'avoir beaucoup d'admiration pour lui, mais en même temps, il se crée très vite un courant de sympathie, d'humour, de confiance. Et je crois que le public, quand il assiste à des entretiens où justement il perçoit l'humour, la confiance et le sérieux, eh bien, il se dit que la culture est quelque chose qui pourrait lui aussi lui convenir. Et il fait ensuite l'effort pour entrer dans une librairie ou aller au théâtre ou aller dans une exposition. Vous avez reçu des réactions du public. Je ne me rapporte pas aux critiques. Est-ce que les gens vous ont arrêté dans la rue en vous disant « Je vous ai vu, M. Pivot, oui, j'ai lu ce livre parce que vous l'avez recommandé ». Oui, bien sûr, mais ça, c'est aujourd'hui encore, quand je me promène à Paris, il y a surtout des femmes qui m'arrêtent et qui ont entre 35 et 40 ans et qui me disent « Ah, c'est grâce à vous que j'ai pris le goût de la lecture, parce que mes parents, quand j'étais écolier, lycéenne, m'obligeaient à regarder Apostrophe. Et alors, au début, je vous ai un peu maudit, et puis après, j'y ai pris goût. Et si la conversation dure, eh bien, ces personnes me racontent quels écrivains elles préfèrent, quels écrivains elles aiment, quels écrivains je leur ai fait découvrir. Ce sont évidemment des récompenses, pour moi, extrêmement importantes. Vous avez reçu des récompenses similaires de la part des écrivains? Oui, aussi des écrivains, oui, bien sûr, parce que les écrivains savaient que j'avais la confiance entre eux, parce qu'ils savaient très bien que j'étais un journaliste qui ne les prenait pas à la légère et qui faisait l'effort de lire leurs ouvrages, qui travaillait beaucoup sur la manière dont j'allais les interroger. Donc il y avait une confiance en moi. Cette confiance m'était très précieuse, et aujourd'hui, quand je me retourne sur ce que j'ai fait, la confiance des écrivains est probablement la chose qui m'honore le plus. Mais quand même, vous avez renoncé à ce type d'émission et vous en avez choisi un autre qui a déjà un grand succès. Ça dure depuis 2 ans, non? Oui, 2 ans et demi même. Ce double jeu qui est tout à fait différent. Oui, parce que j'ai fait 28 ans d'émissions hebdomadaires sur les livres. J'ai abandonné, et la direction de France Télévisions m'a demandé de faire une émission mensuelle, et j'ai eu l'idée de faire cette émission qui est une sorte de portrait des hommes et des femmes qui ajoutent la langue et la culture française à leur langue et à leur culture originelle. Donc j'appelle ça des doubles jeux JE. C'est-à-dire qu'ils ont au moins 2 cultures, 2 langues. Souvent, on en rencontre qui en ont 3, qui en ont 4, qui en ont 5. Ici, dans ce pays, fatalement, on rencontre des gens, la plupart qui sont des triples jeux, roumains, anglais et français. Que saviez-vous de la Roumanie? Bon, vous saviez quelque chose de la culture roumaine, je suppose. Oui, bien sûr. Quand vous avez décidé de la littérature. Oui, surtout. Bien sûr. Oui. Un peu le cinéma, parce que j'avais invité par exemple Lucien Pintillier quand il avait fait son film Le Chêne, quand il était sorti à Paris. J'avais été très impressionné par ce film, et je l'avais invité dans mon émission Bouillon de culture. Mais je connaissais surtout la littérature roumaine. Vous parliez d'Eugène Ionescu, vous avez eu aussi d'autres invités, je sais que... Mais malheureusement, je n'ai pas eu Sioran. Parce que Sioran ne voulait pas passer à la télévision. Il refusait de donner des interviews. J'ai
un jour, je l'ai rencontré pendant 1 heure, je lui ai demandé, mais pourriez-vous faire une exception? Mais il était intraitable, dans son désespoir d'esthète, il n'acceptait pas la télévision. Il vous connaissait, il regardait la télévision, donc il... Je ne sais pas, vous savez, c'est un être très secret, bizarre, je ne sais pas du tout, je ne peux pas vous dire. Ionesco, oui, regardait beaucoup la télévision, et j'ai eu l'occasion d'interroger M. Georgiou, Petru Dumitriu et d'autres écrivains roumains. Voilà, je ne m'en souviens peut-être pas de tous, mais j'en ai invité. Mais quand même, vous aviez une image de la Roumanie. Au moment où vous êtes venu la première fois en 92, oui? Oui, en 92, j'étais venu avec plusieurs camions remplis de petits Larousse et de petits Robert et d'autres ouvrages de grammaire qu'on avait distribués dans les lycées de Bucarest et d'autres villes. D'ailleurs, certains de ces dictionnaires, on me l'a dit aujourd'hui, sont aussi dans les lycées de Iași. Ça, c'était en votre qualité de chevalier de la culture française, de l'orthographe française. Oui, mais c'est le plaisir des mots. Tout est le plaisir. Lire les livres, la littérature, faire des dictées, faire double jeu, parler avec vous, parler avec des lycéens, avec des étudiants. Voilà, c'est toujours des mots qu'on échange. 10 ans après ce voyage en Roumanie, vous décidez d'y revenir. Pourquoi Iași? Alors, pourquoi Iași? Eh bien, parce que j'ai fait double jeu dans plusieurs villes étrangères. Je suis allé à New York, à Alexandrie, à Berlin, à Venise. Et puis, dernièrement, j'étais au Portugal, qui est à l'extrême ouest de l'Europe. Alors, d'un seul coup, j'ai basculé et là, on est allé à l'extrême est de l'Europe, disons de la future Europe, puisque la Roumanie entrera dans 2 ou 3 ans. Iași, ville sur laquelle nous nous sommes beaucoup informés, grâce à Paul Lévy, qui est le directeur du centre culturel ici, nous a appris que c'était il y a là un héritage considérable de la francophonie. Beaucoup de gens parlaient français. Et puis, c'est une ville universitaire, une grande université, qui est un peu la rivale de celle de Bucarest. Et puis, on est vraiment à l'est de l'Europe. Donc, toutes ces raisons, on dit que c'était plus original, finalement, de venir à Iași plutôt qu'à Bucarest. C'est ainsi que nous sommes là depuis quelques jours. Me voici aujourd'hui en Roumanie, à Iași, qui s'écrit I-A-S-I, mais prononcé Iași. Pourquoi Iași? Eh bien parce que, rivale de Bucarest, c'est une grande cité universitaire, 60 000 étudiants pour une population de 400 000 personnes, parce que lorsque la Roumanie intégrera la communauté européenne, ce sera la capitale intellectuelle la plus à l'est de l'Europe. Soyez les bienvenus à Iași, Roumanie. On se trouve à la fin de cette visite qui a commencé il y a 4 jours ici, oui, dans ce même studio. Et c'est une sorte de cercle qui finit maintenant. Quels seraient les points les plus importants sur cette... Nous avons beaucoup tourné, nous avons rencontré beaucoup de gens, des gens très différents. Il y a des étudiants, mais il y a des professeurs, il y a des journalistes. La bibliothèque universitaire de Iași est dirigée par M. Alexandru Călinescu, qui a été fait récemment par la France chevalier dans l'Ordre national du mérite. Eh bien, vous allez comprendre pourquoi. Nous allons maintenant évoquer le cinéma roumain et la culture dans un lieu extraordinaire, magique, malheureusement délabré, les bains turcs de Iași. Lucie Vartic, quel âge avez-vous? 83 ans. Ce beau bâtiment qui abrite aujourd'hui la télévision de Iași a une histoire à la fois cocasse et exemplaire que va nous raconter la rédactrice en chef de cette station régionale, Madame Vanda Condourache. Lydia Cicoiu, vous n'avez que 30 ans et vous êtes directrice éditoriale des éditions Polyrome. J'ai rendez-vous avec Mademoiselle Louisia Vassiliou, 19 ans, élève du centre, dont on me dit que c'est une jeune femme pleine de promesses. Entre les deux guerres, la population de Iași était composée pour moitié de juifs. Et en 1941, il y eut ici une immense tragédie. Venons-en à cette grande tragédie de 1941 avec monsieur et madame Kayserman.
Au lycée Mihai Eminescu, j'ai rendez-vous avec des lycéens et leurs deux professeurs de français, Sorina Danaile et Yonut Bita. On ramène une masse énorme de paroles, de mots français. Vous avez découvert des choses dont vous ne vous y attendez pas? Oui, la chose qui m'a le plus étonné, c'est cette tradition de la francophonie ici. Iași est une ville extrêmement agréable, j'ai trouvé, c'est une ville agréable, parce que d'abord il y a beaucoup de verdure, il y a des arbres absolument gigantesques, qui sont souvent 2 fois centenaires, et c'est une ville, en plus de ça, alors c'est une ville d'étudiants. Donc même si c'est une ville très ancienne, c'est une ville très jeune. Que préféreriez-vous si vous devriez faire ce choix entre le studio du bouillon de culture et ces itinéraires que vous avez maintenant? C'est un monde bien différent quand même. Il n'y a pas de choix possible. Je pense que si je n'avais pas fait apostrophe et bouillon de culture, je n'aurais pas eu l'idée de faire double jeu. Mais c'est en quelque sorte un chemin à l'envers. Parce que d'habitude, on commence avec le reportage et ensuite on entre dans le studio. Alors là, vous avez raison. C'est-à-dire quand on est un jeune journaliste, on commence par faire du reportage, on court la planète, on rapporte des images et puis on fait du montage et on diffuse ça. Et ensuite, quand on devient un peu plus vieux, on fait du direct. Eh bien, moi, j'ai fait le parcours inverse. Pendant très longtemps, je n'ai fait que du direct. Et à la fin de ma vie professionnelle, eh bien, j'ai le plaisir de rajeunir en faisant des émissions par lesquelles tout journaliste débute, c'est-à-dire du reportage, de l'enquête, du montage et une émission en différé. La télévision est bien différente, la manière dont on fait la télévision est bien différente de celle que vous avez connue il y a une trentaine d'années. Je pense que la télévision a gagné pour l'information, elle a beaucoup perdu pour la culture, elle a gagné pour l'information. Et pour les divertissements, franchement, il y a le meilleur et le pire. Hein. Ce qu'on appelle en France, et je ne sais pas si ça existe chez vous, la télé-réalité. Oui. Franchement, là, je déteste ce genre d'acrobatie. On les nomme avec ces mots anglais, reality shows. Oui, mais c'est la même chose. C'est une stupidité rare. Enfin, moi, je déteste, mais il y a aussi des émissions de variété, des émissions de sport. Alors, par exemple, prenez le football, dont il est beaucoup question actuellement. Le football filmé tel qu'il était filmé il y a 30 ans, n'a rien à voir avec le football tel qu'il est filmé aujourd'hui. C'est beaucoup mieux fait. La technique a gagné, c'est évident. La technique, parfois même la technique a trop gagné. On voit trop de films publicitaires dont les images comme ça défilent à toute allure. Ça vous dérange ? Ça ne me dérange pas de voir la publicité comme ça, mais ça me dérange de voir des émissions où le réalisateur doit obligatoirement appuyer sur le bouton toutes les 5 secondes, sinon il va apparaître comme un réalisateur d'autrefois. Vous avez fait cette plaidoirie pour la culture, pour le livre, mais on sait bien que vous êtes un grand amateur des sports, du football surtout. Et je sais que vous venez d'une ville où on aime bien la bonne cuisine. Oui. Et les bons vins. Oui. Ah oui, alors je suis né à Lyon qui est considérée comme la capitale de la gastronomie en France. Effectivement, dans mon enfance, j'ai toujours bien mangé. Il y a j'ai souvent passé mes vacances dans un vin qui est très célèbre dans le monde entier, qui s'appelle le Beaujolais. Et puis, quand j'étais jeune, j'ai beaucoup joué au football, que j'ai fait tout mon cursus scolaire et ensuite jusqu'à l'université, j'ai joué beaucoup de football. Donc j'ai gardé l'amour du football. Et d'ailleurs, l'équipe de Lyon est championne de France depuis 3 fois de suite. Donc votre question, dans ma réponse, je peux rassembler à la fois le football, la gastronomie et le vin. C'est une merveilleuse chose. Et les livres ? L'amour des livres est arrivé après. L'amour des livres est arrivé... J'ai toujours aimé lire quand j'étais jeune, mais j'aimais beaucoup plus le football, le cinéma, plutôt que lire, même si, encore une fois, je lisais des ouvrages. Mais mon goût du livre, ma passion pour la lecture est venue professionnellement. Donc ça peut arriver ? Bien sûr, mais la preuve. Quant à vos petits-enfants, est-ce que vous leur avez ouvert ce goût pour la lecture, pour les livres ? Écoutez, j'ai 2 filles, l'une lit énormément et l'autre moins.
Et bon, elles ont été élevées de la même façon, au milieu des mêmes bibliothèques. Mes petits-enfants sont trop petits pour savoir si un jour ils aimeront le livre. Mais évidemment, je souhaiterais que parmi mes petits-enfants, j'en ai 3 aujourd'hui, j'en aurai peut-être davantage demain, je l'espère. Et s'il y en a qui ont la même passion pour le livre, le même goût de la lecture, vous verrez un grand-père comblé. Donc, ce n'est pas seulement l'éducation qui aide. Non, non, il n'y a pas que l'éducation. Il y a beaucoup d'éducation quand même, parce que si des enfants qui ne voient jamais un livre traîner à la maison, ils ne le liront pas, il ne faut pas se faire d'illusions. Mais vous ne pouvez pas obliger les enfants à lire. Moi, parfois, je me demande s'il n'existe pas en nous un gène de la lecture. Mais il doit y avoir des gènes dormants, comme, vous voyez, comme les espions dormants. Eh bien, il y a des gènes dormants et tout d'un coup, il suffit d'une petite secousse électrique qui passe par la télévision, une image, qui passe par un réalisateur. Et qui passe par un animateur, un réalisateur, une émission, une chaîne de télévision, et qui passe par... et il y a quelque chose de miraculeux qui se passe tout d'un coup. Quelqu'un prend le goût de la lecture et c'est merveilleux. Monsieur l'ambassadeur télévision, je vous remercie. Merci beaucoup.